Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. 5000 pages de procès-verbaux, près d'un an d'enquête, d'auditions, d'exploration technique, de garde à vue, dont celle des élus marseillais LR, Yves Mouraine et Julien Ravier, anciens maires des 6-8 et des 11-12. Voilà les investigations bouclées et le dossier des procurations frauduleuses sur le bureau de la procureure Dominique Laurens, qui doit rendre ses conclusions d'ici quelques semaines. Un dossier ouvert à Marseille à l'approche du second tour des municipales en juin 2020, qui devrait vraisemblablement déboucher sur des renvois devant le tribunal correctionnel au vu des éléments que Laurent D'Ancona, journaliste à la Provence, a pu consulter. Il y est question de mise en place d'un véritable système d'établissement de procuration frauduleuse dans les secteurs clés du 6-8 et du 11-12 et d'atteinte à la sincérité du scrutin, fondement même de la démocratie. Un système allant de la multiplication des procurations grâce à des méthodes illégales à l'établissement de tels documents à l'insu de pensionnaires d'un EHPAD de Saint-Barnabé. L'affaire des procurations frauduleuses enverra-t-elle des ténors de la droite marseillaise devant la justice ? C'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Laurent D'Ancona, vous êtes journaliste à la Provence, auteur d'un dossier détaillé à ce sujet. Avant toute chose, il faudrait peut-être rappeler que le volet administratif a déjà été tranché, concluant à des fraudes, sans pour autant remettre en cause l'élection, et qu'on parle ici du volet judiciaire cette fois. Nous sommes vraiment sur deux volets différents, c'est-à-dire que le volet administratif, c'est la contestation du vote dans certains secteurs, dans le 11-12, et pour contester ce vote, effectivement, évidemment, la gauche, par exemple, s'est appuyée sur cette affaire dite des procurations. Mais le jour de l'audience, le jour de la contestation, ils n'ont pas eu accès au dossier judiciaire, donc ils ont examiné l'écart de voix. Mais ils n'ont absolument pas tranché sur le fond judiciaire du dossier, c'est-à-dire que eux, ils ont simplement dit, il y a 400 ou 500 voix d'écart, fraude avérée ou pas, ça ne remet pas en question pour nous l'élection. Le volet judiciaire, le volet pénal, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, il y a un dossier judiciaire et une enquête qui arrive à terme. Et cette enquête-là, elle devra dire si les gens qui sont mis en cause, que ce soit des élus, que ce soit des militants politiques, que ce soit des hauts fonctionnaires ou des chefs de cabinet, ont fauté, ont fabriqué des procurations à l'insu de personnes âgées dans des EHPAD, ont traqué, chassé des procurations illégalement, comme les enquêteurs semblent le penser, qui et à quel niveau. Et à ce moment-là, si la conclusion de la procureure est celle-là, ils seront envoyés devant un tribunal. C'est ce volet-là qui vient de se terminer, c'est-à-dire que l'enquête vient de se terminer. Il faut bien comprendre aussi que l'on parle de manœuvres destinées à grappiller quelques centaines de voix, pouvant à elles seules faire basculer le scrutin. C'est ce qu'explique Michel Peraldi, anthropologue et co-auteur notamment de Gouverner Marseille. Il y a un tel niveau d'abstention. Et il y a une érosion telle depuis des années et des années de ce qu'est le corps électoral que l'impact, encore une fois, est énorme et c'est cette érosion qui est, à mon avis, l'élément le plus significatif. Il y a toujours eu à Marseille, je pense que c'est une des lois du système politique marseillais, il y a toujours eu une volonté de réduire l'électorat, c'est-à-dire de faire en sorte que les appareils politiques, droite ou gauche, puissent contrôler le mieux possible la machine électorale. On en est réduit à des magouilles ou à des tripatouillages sur 10, 15, 20 voix, 50 voix, etc. qui font aujourd'hui les élections. Des magouilles révélées en deux temps dans l'œil du 20h sur France 2. Le 11 juin 2020 d'abord. Depuis 15 jours, des Marseillais ont reçu un curieux SMS d'une des colistières présentes sur les listes Les Républicains. Puis le 17 juin. Nous avons découvert que lors du premier tour des élections municipales, des électeurs ont voté par procuration à la place des résidents d'un EHPAD qui ne les connaissaient pas. Quand les journalistes de France 2 font éclater cette affaire, on est en juin 2020, guerre avant le second tour des municipales, Laurent D'Ancona. La campagne bat son plein, une campagne très violente, très tendue. Voilà que France 2 révèle en caméra cachée un soir à 20h que à Marseille, dans le 6-8, donc le secteur brigué par Martine Vassal, par ailleurs candidate à l'élection municipale, candidate à être maire de Marseille, des gens travaillant pour elle, des colistiers, proposent tout simplement de faire des procurations pour faire voter les gens, sans que les gens se déplacent comme la loi le demande au commissariat, et pire que ça, en donnant juste une carte d'identité ou une photocopie de carte d'identité sans signature, ce qui est parfaitement illégal. Donc ça crée une émotion énorme, c'est une première déflagration très forte, qui conduit dès le surlendemain à l'ouverture par le parquet de Marseille d'une enquête préliminaire
c'est dire la gravité des faits pour la justice, et les doutes qui sont émis, et des premières perquisitions donc à quelques jours du second tour au QG de Martine Vassal, ce qui crée une ambiance assez catastrophique autour de l'élection et un gros doute. Et c'est là qu'arrive une deuxième salve, j'allais dire, qui est beaucoup plus grave, que les enquêteurs ont qualifié dans leur rapport d'abject, où on apprend que non seulement il y a eu cette procédure de procuration simplifiée, mais en plus on aurait fait voter 56 résidents d'un EHPAD à Saint-Bernabé, dont la plupart souffrent de maladies neurodégénératives ou touchés par Alzheimer, contre leur gré, sans que leurs familles soient au courant. On a pris leur carte d'identité, elles ont été transmises, peut-être l'enquête le pense, par le directeur de l'EHPAD, au chef de cabinet du bureau du maire du 11-12, M. Omiros, et avec ces photocopies de carte d'identité prises dans les dossiers des résidents, on a simplement fabriqué des fausses procurations. Voilà. En Corse, on faisait voter les morts. À Marseille, on a fait voter des vivants, mais qui n'étaient pas en capacité de voter. En même temps, quand on lit les échanges qui sont au dossier, qui parlent de la fragilité de certains résidents, on n'est pas loin de se dire qu'on peut faire voter les morts. Il faut savoir que dans ce volet, les enquêteurs ont fait un travail assez exceptionnel. Il y a 5000 pages de dossiers, il y a des centaines de PV, d'auditions. Et ils ont récupéré énormément de conversations WhatsApp, de boucles WhatsApp. Évidemment, dans une campagne comme ça, les partis politiques font des boucles entre colistiers et discutent. Alors là, cette discussion-là est sur un temps effectivement très cynique. Alors elle n'est pas au cœur du dossier, mais elle est un petit peu symptomatique d'un climat où on dit, comme le Covid avait été... on était en plein Covid, on est en mai donc, et certains colistiers parlent entre eux il faut remettre à jour les fichiers parce que certains sont décédés, mais on va les faire voter quand même. Dans ces conversations-là, il y a un député de la République, un futur député de la République, il y a le maire de secteur, une sénatrice, bon, voilà. Oui, on est dans un climat qu'on arrive à percevoir à travers les citations en fait qui sont très spontanées puisqu'issues de SMS ou d'échanges. Le dossier, il est au-delà des déclarations, voire des aveux des uns et des autres, il est quand même rempli effectivement de conversations, de mails, de boucles WhatsApp, où on sent un climat à la fois relâché chez certains colistiers qui, comme Magali de Vouges, dit on voit des mails ou trucs pour dire je pars à la chasse au trésor. La chasse au trésor, c'est donc des procurations faites avec des simples cartes d'identité, donc des procurations illégales. Alors elle dit qu'elle n'était pas au courant, ou alors elle dit envoyez-nous des photocopies, on s'occupe du reste. Donc bon, il y a quand même une légèreté on sent quand même ils sont pris tous dans une dynamique très forte, et par ailleurs oui, il y a Julien Ravier par exemple qui reçoit d'un des rabatteurs, de ce que les policiers appelaient un rabatteur de cité du 11-12, il reçoit une photo de lui avec un ami posant devant une pièce d'identité, une photocopie de pièce d'identité, et donc ce militant associatif très connu dans le 11-12, donc il lui dit procuration à fond mon ami, ce qui est quand même un langage déjà, et on parle donc au maire du secteur, et le maire du secteur, le nouveau député, lui dit bravo, vous êtes des manches de la procu. Alors après, Julien Ravier dit qu'il disait ça parce qu'il pensait que cette carte d'identité-là, c'est qu'il avait trouvé quelqu'un qui allait au commissariat, qui allait faire ça de manière légale. On ne sait pas. Il y a en tout cas, ça note un climat assez particulier. On sent beaucoup de connivence entre les uns et les autres. Oui, Sylvain Souvestre qui dit la procu c'est la vie. La procuration c'est la vie. On en parle beaucoup, quoi. On parle beaucoup de ça. On compte beaucoup sur ça. On sait que la participation sera faible. On a l'impression que ce système-là, on se demande si ce système-là, il est nouveau, il est installé, ou très installé, vu le degré d'impunité de certaines conversations. Et on parle beaucoup de ça. Et chacun est appelé à la chasse, chasser, trouver des procurations. On n'a pas l'air de rappeler aux uns aux autres qu'une procuration, ça se fait de manière légale. On dit surtout, prenez-en, trouvez-en, faites-en. Voilà. Et forcément, ça conduit, à minima, ça peut pousser à des dérives. Et quand des colistiers disent, nous on sait pas quel poste on allait avoir, donc plus on trouve des procurations, plus on allait éventuellement être bien placé ou avoir un meilleur poste, ou bon, voilà. Et on sentait que la prime à la procuration, elle était importante, quoi. Le second tour des municipales le 28 juin est reporté. À Marseille, en revanche, il est bien maintenu avec la justice qui s'en mêle. L'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude aux procurations lors du premier tour dans les rangs de la candidate des Républicains Martine Vassal. Comment dire, moi je suis pas étonné de ce genre de pratique parce que je pense qu'elles sont inscrites dans l'histoire et dans la culture politique locale. Michel Peraldi. Donc je ne pense pas de ce point de vue-là qu'il y ait des choses très nouvelles.
Et je crois que les électeurs doivent très bien savoir à quoi et à qui ils ont affaire. Tous les gens qui étaient aujourd'hui en poste dans cette municipalité sortent de l'école de Ferriste, sortent de l'école Godin, etc. Donc ils font ce qu'ils ont appris à faire depuis tout petit. Hein. Après, si on prend les choses sur 50 ans, on est sur des résultats de plus en plus tendus aux élections. Les choses se jouent parfois sur 10 voix, 100 voix, 50 voix, etc. Et de ce point de vue-là, on se rend bien compte que ces pratiques-là peuvent avoir un effet démultiplié, quoi, puisqu'on joue sur de très petits écarts. Et plus ça va, et plus les écarts sont petits. Et cette élection, contrairement à celle de Vigouroux en 86, n'a pas fait exception à la règle. Laurent d'Ancona. On sentait qu'il fallait des voix, que ça allait être serré. D'ailleurs, c'était très serré dans les deux secteurs. Hein. Et on ne saura jamais, en revanche, quel impact a eu cette affaire-là. Mais on peut penser qu'elle a été absolument désastreuse. C'est-à-dire que même si la droite a gagné le 11-12, elle a gagné déjà de pas beaucoup, hein, mais le 6-8, il a finalement basculé à gauche, à la surprise générale quand même. Et sur l'ensemble de la ville, ça a pu avoir un impact sur la mobilisation de la gauche et sur une certaine abstention à droite, parce que la procuration simplifiée, on pouvait se dire bon, allez, les gens à la flemme, c'est le Covid. Mais l'affaire de l'EHPAD, je crois que dans l'électorat de droite, de gauche, du centre ou d'extrême droite, ça poussait des gens à rester un peu chez eux ou à voter pour le camp inverse. Oui, ça a peut-être eu un impact. Les enquêteurs estiment d'ailleurs que ce système a eu des conséquences sur le scrutin. Ils ont des mots trop dire, hein. Ils disent que la lutte contre l'abstentionnisme par le recours aux procurations a conduit à des dérives chez certains, conduisant à la mise en place d'un véritable système d'établissement de procuration frauduleuse. Et ils disent à la fin, ils se permettent même une forme de morale en disant qu'en détournant cette procédure donc de procuration à l'avantage d'un parti politique, toutes ces personnes, donc des élus, des militants, des hauts fonctionnaires et des gens qui ont été votés pour des personnes âgées sans savoir même pour qui ils votaient d'ailleurs, hein, en échange d'emploi, en échange de places, ont porté atteinte à des degrés divers d'implication à ce qui est le fondement même de la démocratie. C'est quand même très grave. Alors là, on est sur un dossier d'enquête. Les gens qui ont été mis en cause se sont défendus. Les élus ont nié leur implication, ont renvoyé la balle aux fonctionnaires ou aux chefs de cabinet qui auraient décidé ça seul. Les enquêteurs semblent penser le contraire et la procureure de la République décidera dans quelques semaines quelle est la réelle implication des uns et des autres et qui sera renvoyé ou pas devant un tribunal correctionnel. En tout cas, le dossier d'enquête est accablant pour beaucoup de gens dans cette affaire. À la procureure maintenant de trancher. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Enfin, vous le disiez, il est très nourri, ce dossier. Il est riche. Le dossier est assez costaud de ce qu'on peut en lire. Hein. Il y a par ailleurs des personnages un peu troublants dans ce dossier. Il y a un policier qui a signé toutes les procurations des deux secteurs, les procurations les plus suspectes. Hein. Il en a signalé tout seul 194, dont 100 sur ses jours de vacances, sur ses jours de repos, qui est quand même un zèle particulier. Et dans le même temps, ce policier, on a des conversations où il est en contact avec Richard Omiros, le chef de cabinet de Julien Ravier, un contact très proche. Il est en contact avec Julien Ravier lui-même, à qui il demande, il insiste un peu pour que sa fille puisse avoir une place dans un collège du secteur. Julien Ravier répond tout à fait, oui, très amicalement, très familièrement, oui, on fait ce qu'il faut, enfin, notre genre de phrase. Hein. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est un échange. Julien Ravier a totalement nié que cette conversation, il a dit, moi je fais ça pour tous mes administrés, mon contact, je rends des services, voilà. Mais il y a quand même un climat un peu particulier. On a un militant de quartier d'Herbel qui était chez Samia Gali, qui est racolé, on le voit dans le dossier, qui fait transfuge, qui passe à l'adversaire, qui passe chez Julien Ravier, enfin à droite, parce qu'il se vantue de faire voter 300, 400, 500 personnes rien à son nom. Et ce type-là, il demande des choses, des emplois, enfin voilà. Il y a tout un climat quand même qui laisse à penser que les grands moyens ont été employés pour recueillir des voix qu'on pensait être décisives. De manière légale,
Parfois, de manière illégale, les enquêteurs semblent le penser très fortement et avec une implication de beaucoup de monde. Et il y a les petites mains, il y a les organisateurs, les chefs de cabinet, les adjoints de chefs de cabinet qui étaient au parfum. Et selon les boucles WhatsApp, même s'ils démontent, on a l'impression que certains élus de premier plan étaient également au courant. Julien Ravier est particulièrement ciblé, Yves Morenne qui nie totalement également, comme Julien Ravier, qui ont tous les deux été placés en garde à vue. Ils ont été placés en garde à vue très longuement, ils sont expliqués, leurs explications ont été entendues, ils disent qu'ils ont été dépassés, débordés. Mais par exemple dans le cas de monsieur Ravier, Richard Romiros qui refuse de porter le chapeau, il a dit que l'instigateur, c'est pas lui, c'est Julien Ravier. Il dit que Julien Ravier était évidemment au courant et qu'il n'aurait agi que sur ordre. La question est-ce que ces gens-là peuvent prendre des initiatives seuls ou est-ce que quand ils font ce genre de choses, ce genre de pratiques, forcément tout le monde est au courant. Les conversations sèment largement le doute quand même. Et effectivement, le dossier il est complet, il est fouillé, la procureure l'a eu en main, et in fine la procureure décidera si elle renvoie des gens sous quel motif devant un tribunal correctionnel. C'est le renvoi devant le tribunal correctionnel ou rien? Il peut y avoir des plaidés coupables sur les gens qui ont fait des petits délits, qui les ont reconnus. Il y a des aveux dans ce dossier, hein. C'est-à-dire que c'est un dossier où, à part les politiques, Richard Romuros, il avoue une part de ses responsabilités, même en les minimisant, d'autres secrétaires ou d'autres responsables de cabinet, ils ont avoué des faits également. Mais pour la bonne marche de la justice, et aussi un procès doit se tenir, qui peut être assez explosif d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que personne n'a trop envie de jouer les lampistes, entre guillemets. La logique voudrait que les gens soient renvoyés, qu'ils aient à s'expliquer, ouais. Alors, il y a des personnes qui sont plus à la marge. J'ai l'impression que Martine Vassal, elle est pas vraiment dans ce dossier-là. Elle a dit très clairement, moi, j'étais au courant de rien, je m'occupais pas de ça, j'étais candidate à la mairie. Valérie Boyer, elle est sur des boucles WhatsApp où on parle de procuration, on parle d'EHPAD également. Voilà. Ça, c'est, après, la procureure jugera en fonction de ses sentiments, qui est impliqué prioritairement, qui est très à la marge ou qui est anecdotique dans le dossier. Et on parle d'une procureure qui avait fait de la lutte pour la probité, on va dire, dans la vie publique, une de ses priorités. Au-delà d'en faire une priorité, force est de constater que depuis son arrivée à Marseille, il y a très peu de temps, il y a moins de 2 ans, elle a systématiquement poursuivi tout soupçon de corruption politique. Elle a prioritairement renvoyé devant les tribunaux toute personne qu'elle estimait pas être à la hauteur de sa fonction d'élu ou de candidat. On a eu ces derniers mois une forme d'opération même propre à Marseille qui dit pas son nom, hein, avec des condamnations très lourdes. Dans le dossier Guérini, même s'il est très vieux, il a été jugé il y a quelques mois. Hein. Oui, je crois qu'il y a une volonté de cette procureure-là qui est quelqu'un de tenace, de têtu, qui m'a dit une fois Marseille, c'est pas un village, et on peut pas avoir des comportements de petits villages où on s'arrange. Bande passante, l'info décryptée. On a une idée des peines qui sont encourues? C'est variable. Sincèrement, on en est à un stade où on ne connaît pas vraiment la responsabilité des uns et des autres. Vraiment, je crois que dans ce dossier, il y a des divers niveaux de responsabilité, sous qui seront établis ou pas. Parce qu'il y a quand même des zones de flou. Les élus ont tendance à dire oui, mais moi, quand je disais faire des procurations, je disais de faire de manière légale. Donc, il faudra vraiment voir ce qui est établi, et ça peut aller jusqu'à de la prison ferme pour certaines personnes dans ce dossier-là. C'est très grave, hein. Faire voter des gens contre leur gré. C'est l'affaire des EHPAD qui est, je répète, elle est qualifiée d'abjecte par les policiers de la brigade financière de la PJ ne se permettent rarement des commentaires, voilà. Quand ils disent abject, c'est abject, hein. Donc oui, les peines peuvent être très sévères, oui, je le pense, oui. Ce qui pourrait clairement ébranler la droite, Michel Peraldi en est convaincu. Ça fait jamais de bien à un parti politique de se retrouver au tribunal, hein. Je veux dire, on l'a vu dans la manière dont la gauche à Marseille, en tout cas le Parti socialiste a été liquidé et pulvérisé par la succession d'affaires qu'ils ont connues. Donc, à part ça, moi je serais pas étonné d'apprendre dans 50 ans, donc je serai plus là, mais c'est pas grave. Je serais pas étonné d'apprendre qu'au fond, la droite règle aussi ses propres comptes à l'intérieur de son propre parti. De là à renverser ce système? Non, je crois pas. Le système politique en place, il est fondamentalement lié au système institutionnel qui cautionne tout ça. Je veux dire, Marseille n'est pas un cas particulier de ce point de vue-là, hein. On est aujourd'hui dans un système institutionnel en France qui rend possible ce genre de choses. Il suffit que des gens aient envie de l'utiliser à plein et ça rend possible aussi bien Guérini que ce qu'on vient de voir
voir dans les arrondissements, quoi. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci également à Michel Peraldi pour son analyse et à Laurent d'Ancona pour sa description détaillée du contenu de cet épais dossier. Vous pouvez bien entendu toujours lire ces articles sur laprovence.com. Quant à ce podcast hebdo, n'hésitez pas à vous y abonner sur les différentes plateformes.